Bonjour et bienvenue sur le podcast Nature Academy, dédié à la nutrition, au sport et à la santé, à la fois à ceux qui la vivent au travers d'une expérience unique à partager et aux scientifiques qui font avancer nos connaissances sur ces sujets. Je suis Benjamin Dariouche, vulgarisateur scientifique sur le web depuis 10 ans et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour ce premier épisode Laura Marino. Laura est une athlète de haut niveau, spécialiste du plongeon de haut vol, qui vient tout juste de mettre fin à sa carrière sportive. Plusieurs fois championne de France, championne du monde par équipe mixte en 2017 et qualifiée aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, nous avons notamment parlé de son parcours, de la réalité de la vie d'une sportive de haut niveau, du burn-out qui l'a amené à mettre fin à sa carrière et des spécificités du sport au féminin. Si ce podcast vous a plu, je vous invite évidemment à le partager et à me laisser un commentaire. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Laura, merci de me recevoir pour ce premier épisode du podcast Nature Academy. Alors, est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots et surtout raconter rapidement un petit peu ton parcours sportif ? Alors bonjour Benjamin, merci de me dédier ton premier épisode, ça me fait très plaisir. Et pour revenir au sujet principal, donc j'ai fait 10 ans de plongeon de haut niveau, donc du plongeon à 10 mètres, différent de la plongée. Le plongeon, c'est de l'acrobatie en piscine. Et j'ai mis un terme à ma carrière il y a quelques mois de ça. Et donc, si je me souviens bien, tu avais d'abord commencé à l'adolescence par la gymnastique, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai commencé le plongeon à 14 ans et de 10 ou même de 8 à 14, j'ai fait de la gymnastique. Et la gymnastique, c'était déjà à haut niveau ? Pas vraiment du haut niveau, mais disons que c'était du niveau intensif, quoi. Tout mon collège, donc de 10 à 15 ans à peu près, je faisais tous les soirs, plus samedi et mercredi inclus, stage à toutes les vacances scolaires, ce qui me faisait un rythme à 16-20 heures par semaine. Mais c'était pas du haut niveau dans le sens équipe de France, résultats, pôle. C'était des championnats départementaux. Je suis allée jusqu'au championnat de France, mais comparé à ce que j'ai connu après dans le plongeon, disons que c'était de l'intensif et pas du sport de haut niveau. Et qu'est-ce qui t'a fait faire le passage, justement, le changement de sport ? Alors, à la fin du collège, mon groupe de gym éclatait, tant par l'entraîneur et que les filles avec qui je m'entraînais. Et je pense que ça a participé au fait que j'en avais juste marre et que j'avais envie de changement. Mais j'avais envie de continuer le sport parce que ça faisait partie de ma vie. C'est une valeur aussi que mes parents m'ont bien transmise. Et naturellement, en fait, je me suis tournée vers le plongeon parce que je voulais continuer dans les acrobaties en me disant j'ai envie que mon bagage gymnique me serve à quelque chose. Et l'entraîneur qui partait allait entraîner dans le plongeon, en fait. Et il y a une autre fille du groupe qui l'a suivi, donc je pense que ça a facilité un peu la transition. Et donc le plongeon, tu en as fait pendant 10 ans, là, de 14, c'est ça ? Oui, à peu près, de 14 à 25, donc une bonne dizaine d'années. Et alors, comme la plupart des gens quand même connaissent peu ou mal ce sport, le plongeon de haut vol, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu en quelques mots ? Puis il y a différents auteurs aussi avec leurs spécificités. Alors c'est vrai que le plongeon, c'est pas un sport très connu en France et c'est trop dommage parce que c'est vraiment des sports très médiatisés et très regardés, très suivis dans beaucoup d'autres pays. Les pays asiatiques surtout. Surtout la Chine, le Japon, de plus en plus, mais surtout les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Australie aussi de plus en plus, même l'Angleterre, avec Thomas Daley qui est devenu une superstar dans le sport et puis tout simplement une superstar en Angleterre. Donc c'est un sport quand même assez connu dans le monde, mais c'est vrai qu'en France on en parle très peu et très peu de gens connaissent, alors que c'est un sport hyper télévisuel, c'est un système de points, c'est assez facile à suivre. Et c'est super beau à regarder. Bon, après, je suis pas très objective. Oui, non, mais c'est mis en avant, en gros, à chaque Jeux Olympiques, quoi, tous les 4 ans. C'est ça, comme beaucoup de sports amateurs en France, c'est surtout mis en lumière au moment des Jeux Olympiques. Donc, en quoi ça consiste ? Le but, c'est de faire le plus d'acrobatie possible, avec le plus joliment possible, et surtout de faire le moins d'éclaboussures possible à l'entrée à l'eau. Et donc, on recherche vraiment l'absence d'éclaboussure. Donc, on appelle ça faire un trou. Et c'est ça qui peut nous permettre d'avoir des 10 sur 10 délivrés par les juges. Donc, c'est un jugement humain, mais avec des coefficients un peu comme au patinage, quoi. Pas tout à fait. Alors, je connais pas exactement le fonctionnement de la notation du patinage artistique, mais je dirais que c'est plus comme le ski acrobatique.
parce qu'il y a des coefficients de difficulté en fonction de la difficulté du plongeon. Et après, il y a quand même des curseurs indicateurs sur les notes. Et il n'y a pas de concertation entre les juges, surtout au moment de la notation. Du coup, c'est censé être indépendant. Le plus indépendant possible. Il y a combien de juges Alors, en individuel, il y a 3 notes qui restent. Et dans les grosses compètes, il y a en général 7 juges. Donc, pour enlever les 2 plus hautes et les 2 plus basses et essayer du coup d'avoir une note médiane, on va dire. Et donc, il y a 3 hauteurs, c'est ça ? Alors voilà, 1 mètre. On peut faire des compétitions à 1 mètre, à 3 mètres et à 10 mètres. Le 1 mètre, c'est pas olympique, mais ça reste une épreuve qui est... C'est juste au championnat du monde, quoi. Championnat d'Europe et championnat du monde. Et après, on peut le faire de manière individuelle ou synchronisée. Donc synchronisé, c'est qu'on plonge à 2 en même temps et en essayant de ne faire qu'un. Donc à ça, les Chinois sont très très forts parce qu'ils ont un modèle de base et si ça marche pas, c'est toi qui sors, c'est pas la technique qui s'adapte. Oui, donc comme tout le monde a les mêmes techniques, ils ont pas besoin de s'entraîner très longtemps ensemble pour être parfaitement synchronisés. C'est ce qu'on appelle, en tout cas chez moi, la méthode des œufs durs. En gros, tu mets 1000 œufs durs dans un sac. Tu le balances contre un mur et ceux qui ont résisté, c'est les bons, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, peut-être. C'est un peu une philosophie inverse d'un pays comme la France qui va beaucoup plus miser sur chaque athlète. Non, mais qui va beaucoup plus investir sur chaque athlète, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on n'a pas le même nombre et surtout, en Chine, c'est aussi un moyen de s'élever socialement, d'assurer des revenus à sa famille. Donc, c'est aussi une fierté. Mais bon, les Chinois sont aussi jeunes, sont recrutés par sur des critères morphologiques. Donc, en fait, ils ont déjà tous les mêmes gabarits, plus la même technique. Donc, forcément, ils sont très durs à détrôner sur le synchronisé. Et ensuite, il y a 3 mètres. Là, il n'y a que de l'individuel Alors, le synchronisé, c'est 3 mètres et 10 mètres. Et c'est aux Jeux Olympiques aussi. Le seul qui n'est pas aux Jeux Olympiques, c'est le 1 mètre. Et donc, toi, tu as surtout fait du 10 mètres quand même pendant Et donc, ma spécialité, depuis toujours, c'est le 10 mètres. Donc, à 10 mètres, c'est une plateforme rigide. Notre seule force de propulsion, c'est nous-mêmes, à l'opposé du 3 mètres où c'est un tremplin, donc une planche plus ou moins souple qui rebondit et qui permet d'aller plus haut que ce que notre corps nous le permettrait, quoi. Donc à 10 mètres, il y a un peu plus de chute libre, même si forcément, il faut être le plus explosif possible pour chercher le plus de hauteur et avoir le plus de place possible pour faire le plus de saltos possible. Et donc, et au final, il faut que tu arrives à finir tes acrobaties juste avant d'entrer dans l'eau avec les bras vers le bas, la tête en bas, pour rentrer dans l'eau. C'est ça, donc ça requiert des qualités d'explosivité pour le départ, de tonicité pour accélérer la rotation, la tenir et surtout permettre d'arrêter d'un coup la rotation, et puis de force aussi pour résister à l'impact à l'entrée à l'eau. À 10 mètres, on arrive à peu près à 60 km/h à la surface de l'eau, donc il faut pouvoir résister et surtout ne former qu'un bloc avec son corps, parce que le moindre truc qui dépasse ou qui est relâché, c'est ce qui va empêcher, c'est ce qui va pêcher, on va dire, c'est le cas de le dire avec le plongeon. Et c'est ce qui va être relâché, et donc on va soit se faire mal, soit faire des éclaboussures à cet endroit-là. Et d'ailleurs, plus dans l'entraînement quotidien, quoi, une des spécificités de ce sport, est-ce que tu es obligé de limiter, quand tu t'entraînais au quotidien, le nombre de plongeons, puisque c'est assez violent, c'est ça Alors c'est vrai qu'à l'entraînement, on raisonne par nombre de plongeons par séance et par semaine. À 10 mètres, on fait rarement plus de 15 plongeons par jour, sauf en compétition. Et il y a vraiment un nombre max à respecter par semaine. Et par exemple, quand on reprend, il faut que ce nombre soit graduel, parce que ce serait un peu comme un temps de course à pied, quoi. Quand on a arrêté 3 semaines, on ne peut pas faire 3 heures de marathon d'un coup. Et donc en moyenne, par semaine, j'aurais été à 50, 60 maximum de chez maximum sur des grosses semaines de charge et de compétition, 60 sauts par semaine. Et en saison régulière, on va dire qu'on est plutôt à 30. Parce que c'est quoi ? C'est à cause de la violence de l'impact ? C'est surtout l'impact qui est hyper traumatisant, ouais. Au niveau de la tête Alors c'est partout. Disons que le premier impact, il se fait au niveau des mains, donc c'est les poignets, coudes, épaules qui vont prendre en premier, mais il y a aussi le dos. Après, c'est aussi très risqué parce que si on n'arrive pas correctement, on peut se faire très très mal. Faire des plats qui sont très traumatiques. Et donc, du coup, on limite aussi... C'était déjà arrivé de faire un plat un vrai plat à 10 mètres, ça mètres. m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé à 7,50 m. Et j'ai eu de la chance parce que j'étais pas pile à plat, mais un tout petit peu orientée vers les pieds. Donc, j'ai juste eu des énormes bleus. J'ai eu les jambes noires pendant une semaine, quoi. Ah ouais, quand même.
Ouais. Au point que rien que d'être dans l'eau, ça me faisait super mal, en fait. Juste être dans l'eau, quoi. Le contact de l'eau sur ma peau, ça me faisait hyper mal. Alors, donc là, tu viens, il y a à peu près 3 mois au moment où on enregistre, de mettre fin à ta carrière, à tout juste, juste avant tes 26 ans. Ouais, c'est ça. On va rentrer dans le détail, pour une raison entre guillemets, de burn-out. Et donc, je trouvais très intéressant d'en parler parce que autant on parle de plus en plus de sujets ces dernières années dans le monde du travail en entreprise. Ça commence à émerger, même s'il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Mais à ma connaissance, dans le monde du sport de haut niveau, ça reste... Enfin, je ne sais pas si on peut dire tabou, mais en tout cas, on n'en entend pas beaucoup parler. Et donc, je trouvais que c'était une expérience vraiment très intéressante et qui pouvait être très enrichissante pour tous les sportifs, même amateurs, qui nous écoutent. Donc, avant de rentrer dans le burn-out en lui-même, juste pour comprendre un peu et continuer sur ce qu'on vient de dire, est-ce que tu pourrais décrire un peu, quand tu étais vraiment en période haute, à quoi ressemblait une journée type d'entraînement en pleine saison ou sur une semaine, quoi, à peu près? Alors, de toute manière, j'avais toujours 10 entraînements par semaine. Donc, 2 par jour, sauf le mercredi et le samedi où on n'en avait qu'un seul. Donc, ça représentait un volume hebdomadaire moyen de 25 heures par semaine à peu près, je dirais en moyenne. Donc, ça pouvait dépasser, ça pouvait être un petit peu moins, surtout en période d'approche de compétition. Et dans nos entraînements, il y a toujours une phase de plongeon, dans chaque entraînement, je veux dire. Il y a toujours une phase de plongeon dans l'eau, une phase d'échauffement qui s'apparente presque à un peu de muscu, parce qu'il y a toujours de la prévention, du gainage. De la préparation physique, quoi. Ouais, mais ça rentre pas dans ce qu'on appelle, nous, la préparation D'accord. physique. Dans tous les échauffements, on fait tout ce qui est prévention, gainage. Et après, il y a toute une partie à sec. Donc, c'est-à-dire qu'on va répéter, ce sera plus une phase un peu gym, donc au trampoline, avec des tremplins qui arrivent sur des tapis, ou au sol, sur des caisses, et avec des tapis aussi, pour travailler surtout les départs, en fait, ou les prises de rotation. En plus de ça, on avait toute une partie de préparation physique, donc parfois... je dirais en moyenne 3 séances de préparation physique musculation par semaine, en plus de tout ça. Et donc, là, on est en 2019. Tu avais fait un premier... tu avais ressenti ce que tu pensais à l'époque comme beaucoup de fatigue. Et tu avais fait une première pause il y a quoi? C'était quand? Il y a 1 an et demi. En fait, en janvier 2018... fin janvier 2018, j'ai décidé d'arrêter un peu malgré moi, d'arrêter dans le sens blessure, dans le sens je vais reprendre, j'ai juste besoin de me reposer parce que j'étais, ce que je disais à tout le monde, au bout du rouleau, j'étais à bout, donc j'arrivais plus à m'entraîner, donc j'avais compris que j'avais besoin de me reposer, que j'étais dans un cercle vicieux et que j'en sortirais pas à moins de couper court à ce cercle vicieux justement, et donc je me suis dit que c'est mon entourage proche et mon entraîneur qui m'ont aidé aussi à prendre cette décision. Ça venait pas que de moi. Et donc, j'ai arrêté plusieurs mois dans l'optique de reprendre quand ça irait mieux. Alors, dans ma tête, donc j'ai arrêté 7 mois, donc de février à septembre 2018. Il faut savoir que 7 mois, à ce moment-là, pour moi, ça représente presque une vie en fait, d'arrêt. Oui. Quand on est sportif de haut niveau, déjà... Parce qu'en fait, si on compte même la gymnastique... En gros, depuis l'âge de 10 ans, tu t'es jamais arrêté, quoi. Voilà, si j'ai 3 semaines de vacances d'affilée, depuis que je suis petite, c'est mes vacances annuelles et c'est le maximum que j'avais, quoi. Donc, plus en général, quelques jours à Noël et des grands week-ends par-ci, par-là, mais jamais rien de plus. Donc, prendre plus qu'1 mois de vacances, pour moi, c'est du luxe et c'est surtout... Là, j'avais conscience que j'avais dépassé un point un peu critique et donc j'avais compris, avec l'aide d'un psychiatre qu'on m'a fait voir à l'INSEP, qu'il fallait du temps pour récupérer et que... Donc au début, je me rappelle lui avoir dit « Mais du temps, ça veut dire 3 semaines, un week-end ?» Et il était là « Bon, on va commencer par 3 semaines et puis on verra progressivement. » Et au final, ça s'est transformé en 7 mois. Mais 7 mois parce que j'avais l'objectif de faire les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et que faire une croix sur une saison, c'était déjà beaucoup pour moi et je pense que c'était le maximum que je pouvais faire, et ça me paraissait déjà être un choix raisonnable et surtout large, quelque part.
D'ailleurs, juste petite parenthèse, deux choses qu'on a oublié de dire. Juste, tu t'entraînais majoritairement donc à l'INSEP, à côté à Vincennes. Oui, c'est ça. Donc l'Institut national du sport qui a un campus où il y a... De l'expertise et de la performance, pour dire toutes les lettres. Et donc qui possède un campus où il y a quelques centaines d'athlètes, de jeunes qui sont Je crois que c'est 600 athlètes en tout. Qui sont en pension. Voilà, donc il y a une complète. partie internat, donc je suis passée par là, maintenant c'est plus le cas, mais il y a à peu près 600 athlètes qui s'entraînent. Donc il me semble que c'est que des sports olympiques. Il y a très peu de sport co, ou en tout cas c'est des jeunes sur les sports co. Ils ont leur ils ont leur centre d'entraînement, leur centre de formation. Et deuxième chose, juste qu'on a oublié de dire au début, c'était ton palmarès, parce que quand tu as parlé des JO de Tokyo, donc tu as été plusieurs fois championne de France. Oui, plusieurs fois championne de France, vice-championne d'Europe en 2015, championne d'Europe et championne du monde en mixte avec Mathieu Rosset en 2018. En synchro dont on parlait avant. Pas tout à fait, c'était une autre discipline. C'est une autre discipline. Ouais. Et j'ai fait les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Oui, où tu étais arrivée Alors, je suis arrivée 19e, j'ai raté la demi-finale à très peu, mais pour moi, ça a été une belle contre-performance, une de mes premières contre-performances de ma carrière. Donc, on en revient au sujet du burn-out. Donc, tu t'étais arrêté 7 mois. Tu as décidé de reprendre. Voilà, j'ai décidé de reprendre en septembre parce que pour moi, c'était le maximum que je pouvais m'offrir, entre guillemets. Donc j'avais fait une croix sur une saison, ça avait déjà été difficile. Mais aussi parce que, est-ce que sur des critères un peu plus rationnels, physiquement, tu te sentais apte ? Physiquement, je me sentais moins mal, on va dire. Avec le recul, je dirais que j'étais pas prête à reprendre parce que au moindre stress, je dormais très mal. Et quand je dis stress, c'est la moindre perturbation dans mon quotidien, quoi. C'était pas... alors que je suis pas du tout de nature stressée de base, j'ai toujours eu un très bon sommeil. On y reviendra plus tard, mais c'est vrai que le sommeil, pour moi, ça a été une des clés, des symptômes principaux dans ce burn-out. Et donc, finalement, 6-8 mois plus tard... Voilà, donc j'ai essayé de reprendre en septembre. Et dès le début, ça n'a pas super bien fonctionné, mais je m'accrochais en me disant que c'était une phase d'adaptation, parce que j'avais envie d'y croire aussi, j'avais envie de revenir et que ça m'avait manqué pendant 7 mois et que j'avais un vrai objectif. Et donc, quand on est sportif de niveau et qu'on a un vrai objectif, un objectif de haut niveau, en fait, on s'arrête pas au premier obstacle qui est sur notre route. Donc, j'ai vraiment persévéré, j'ai essayé de m'entourer de bonnes personnes, d'inclure des techniques complémentaires dans mon quotidien. Et c'est vrai qu'en fin mars, j'ai décidé d'arrêter complètement suite à ce premier arrêt, justement, parce que je me disais que la seule issue possible à une récupération complète, c'était d'arrêter complètement. Et parce que on en avait déjà parlé ensemble dans le passé, ce que je t'avais dit, c'est aussi... faut pas regretter de s'arrêter avant qu'un accident arrive, parce que dans ce genre d'état, c'est ça aussi qui peut malheureusement arriver. C'est ce que ma mère me dit beaucoup et me disait beaucoup, parce que je pense qu'elle avait peur quand j'ai repris. Le 10 mètres, c'est quand même un sport à risque. Je sais pas pourquoi je dis quand même, mais c'est un sport à risque. Faut être vraiment en pleine possession. Ça fait peur, c'est dangereux, objectivement c'est dangereux. Et c'est vrai que de faire un entraînement à 10 mètres, même une quinzaine de sauts, ça peut paraître pas beaucoup pour certaines personnes, mais c'est une quinzaine de sauts quasiment tous les jours. Quand on n'a pas dormi de la nuit, ni les nuits de la semaine qui précède, sur un long terme ou un moyen terme de plusieurs mois, ça commence à être dangereux et compliqué. Donc, alors, rentrons maintenant dans le détail de ce sujet du burn-out. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de mettre ce mot vraiment de burn-out sur ton cas par rapport à soit, on va en reparler juste après, un problème purement mental ou moral, ou un manque de motivation, ou une fatigue, alors pas passagère, puisque plusieurs mois d'arrêt n'avaient pas permis de régler. Pourquoi ce mot de burn-out ? Et notamment, en creusant un peu le sujet pour préparer cet entretien, j'avais trouvé que
il y avait une psychologue anglaise qui travaillait avec des athlètes olympiques qui avait listé, par exemple, ces symptômes pour les sportifs sur le burn-out. Donc, qui parlait à la fois donc, d'épuisement, le désengagement, un sentiment d'inefficacité, une chute des performances, bien sûr, une chute de la motivation, la perte de confiance en soi et surtout donc, la fatigue qui persiste même après récupération de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, est-ce que déjà, sur ces critères-là, tu te reconnais pas mal ou... Ouais, je me retrouve beaucoup. Après, le mot burn-out, j'ai l'impression que c'est un mot qui fait un peu peur, qu'on n'a pas le droit d'utiliser n'importe comment, donc je comprends. Tu parlais tout à l'heure du milieu professionnel, on en parle de plus en plus, mais encore pas assez. Et c'est assez tabou, et je le comprends parce que quand la première fois on avait évoqué ce mot pour mon cas, c'était avec la psychologue qui me suit à l'INSEP. Et quelque part, ça m'a soulagée de me dire, ok, il m'arrive quelque chose, donc ce sera plus facile. Enfin, c'était plus facile à accepter ou à identifier. Quand on sait ce qui se passe, c'est plus facile d'agir derrière ou de l'assumer ou d'agir en conséquence. Après, à assumer, c'était pas facile parce que pour moi, je l'ai associé beaucoup à un échec en fait. Oui, je suis plus capable en fait, et je suis pas capable de faire ce que je faisais avant. Il y en a beaucoup qui ont pu l'associer à pas de mental ou à juste de la fatigue après 10 ans de carrière. Mais tu vois, en rentrant un peu dans le détail donc des critères qui t'ont permis de mettre un mot là-dessus, alors par exemple, tu vois, vraiment dans ta période la plus difficile, oui, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, tu te réveillais le matin, t'avais déjà le corps entièrement fatigué, c'est ça? Alors j'avais mal à la tête, donc en parlant de symptômes au plus dur, j'étais tout le temps triste, j'étais irritable beaucoup, alors que je suis une personne plutôt joyeuse à la base, qui a de l'énergie, on va dire. Donc j'étais assez triste, très irritable. Tout le temps fatiguée. Alors, je sais ce que c'est la fatigue du haut niveau, parce que ça fait 10 ans que j'en fais et que j'ai toujours été fatiguée. C'était plus que de la simple Le haut niveau, c'est fatigué, mais... le haut niveau, c'est fatigant. Mais là, c'était une fatigue, c'est ce que j'ai dit sur mon blog, une fatigue maladive. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passait, j'étais clouée au sol, vidée d'énergie, quoi. Et ça, c'était difficile à assumer pour moi parce que j'étais plus capable de rien faire. J'arrivais plus à réfléchir. Un calcul mental simple, j'arrivais plus à le faire. Ça, c'est important, je trouve. Parce qu'il y avait le pur physique, musculaire, nerveux, mais il y avait aussi le cerveau, quoi. Tu avais un peu le cerveau dans le coton, si tu m'avais dit à l'époque. Exactement, tout le temps. J'avais l'impression d'être tout le temps dans le coton. Alors finalement, en fait, je m'y suis habituée. En me disant, c'est juste l'évolution, maintenant t'es comme ça, à force d'avoir fait que du sport, tu deviens bête. Non. Non, mais je te jure que je me suis dit ça à un moment, alors que je faisais des études à côté, mais... Oui, d'ailleurs, il faut juste... t'es diplômé, parce que pendant un moment, t'as fait sport-études en parallèle et t'as été diplômé kiné. Voilà, je suis masseur-kinésithérapeute maintenant depuis un an et demi. Et là, depuis ton arrêt, t'as commencé à travailler, voilà. Ta carrière de pas kiné. Évident. Ouais. Mais donc j'étais tout le temps fatiguée, avec une espèce de fatigue maladive. Donc ça se témoignait donc physiquement. Je récupérais très mal entre les entraînements. Un entraînement avec une charge modérée. Le lendemain, j'étais épuisée, j'avais des énormes courbatures, alors que personne d'autre dans le groupe qui en avait ces symptômes-là. Alors tout le monde réagit différemment, donc j'essayais de me protéger. Je pensais pas à burn-out ou surfatigue, je me disais pas que c'était pas normal. Parce que... Comment tu fais la distinction les gens autour de toi ou toi spécifiquement, est-ce que tu as essayé de faire la distinction par exemple par rapport à un simple surentraînement? Alors en fait, d'après ce que j'ai compris et ce que les psychologues ou psychiatres ont pu m'expliquer, le surentraînement, c'est une phase avant d'arriver au burn-out. Oui. Donc, parce que, alors je n'ai plus son nom en tête, mais je t'avais donné son nom il y a quelque temps. C'est une runneuse australienne qui a écrit un bouquin qui s'appelle, il me semble de mémoire, Fit but not healthy. Et donc, alors là, c'était un peu l'extrême. C'était en gros... C'était elle adorait la course à pied, elle s'est lancée dans une carrière là-dedans, marathonienne, etc. Mais en gros, au bout d'un moment, là, c'est parce que le sport est devenu une obsession. En gros, elle pouvait plus s'arrêter, presque comme une droguée, de courir tout le temps, de s'entraîner tout le temps.
Et là, c'est venu par le surentraînement. Ça, en gros, comme on va en parler juste après, vu la quantité énorme, le volume énorme de courses qu'elle faisait, elle mangeait pas assez, donc la fatigue a commencé à s'installer jusqu'au jour où, en fait, sans qu'elle s'en rende compte, un matin, elle pouvait même plus se lever de son lit, quoi. Son corps, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Il a fait il a fait turn off, quoi, d'un coup. Voilà, c'était. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Un matin, je me suis réveillée et je me suis juste dit, c'est plus possible. Je peux plus accepter ça, je peux plus m'infliger ça. Il faut que ça s'arrête. Non, mais toi, c'est ton mental qui l'a dit. Moi, je te dis, là, ce que je te dis, ouais, c'est son corps qui lui Ouais, d'accord. Mais parce que aussi, un matin, j'ai mis les pieds par terre et j'ai senti cette charge sur moi et toutes ces douleurs que j'essayais d'occulter et de me dire non, mais ça, c'est qu'une petite douleur, ça passera. Et puis, j'avais de plus en plus mal. Je m'arrêtais toutes les 2 semaines pendant 3-4 jours parce que j'avais une douleur. Et c'est vrai que, donc, en plus de l'épuisement, de ces symptômes d'épuisement dont je parlais, je dormais très mal. Et alors que j'ai toujours très bien dormi, j'étais de plus en plus fatiguée à l'entraînement. Je m'entraînais de moins en moins parce que l'entraîneur voyait bien qu'il y avait un truc qui allait pas, donc il essayait d'adapter et d'adapter la charge, quoi. Mais c'était toujours de plus en plus dur. Et donc, pour parler un peu plus précisément du sommeil, qui est un sujet, moi, qui me passionne, parce que d'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis en train de travailler sur une formation en ligne autour du sommeil. T'avais quoi, plus de difficultés à t'endormir déjà ? Alors, au début, je me réveillais beaucoup dans la nuit. Ouais. En fait, c'était un espèce de processus évolutif et les 2 fois, en fait, ça m'a fait la même chose. Donc, ça se dégrade d'abord sur la fin de nuit où je me réveille beaucoup. Après, c'est étalé sur toute la nuit. Donc, il y a des grands réveils où j'ai du mal à me rendormir. Et puis après... Avec un peu comme des crises d'angoisse ou... Pas encore. Ouais. Après, je m'endormais facilement, mais je me réveillais très tôt. Par exemple, je pouvais me coucher à 23h, m'endormir et me réveiller à minuit et impossible de me rendormir, quoi. Comme si j'avais fait ma nuit sur 1 heure, où je pouvais me rendormir qu'à 3h du matin après. Et après, sur la dernière phase, j'arrivais plus du tout à m'endormir, avec beaucoup d'anxiété associée. Et quand j'arrivais plus à m'endormir, j'étais capable de pas dormir avant 4-5 heures du matin et me réveiller à 7h30, quoi. Et par point de comparaison, là, depuis 2 mois, là, passer les premières semaines d'arrêt, là, t'as retrouvé un sommeil à peu près normal ? Alors ça a mis un peu de temps quand même. Ouais. C'est pas parce que j'ai arrêté que... Donc ça montre aussi que c'était pas qu'une source d'anxiété ou de stress, parce que quand on supprime la source de stress, si c'est juste du stress, ça va mieux, quoi. Moi, j'ai mis quand même 1 mois ou 2 à redormir correctement. Aujourd'hui, je redors mieux, mais c'est pas encore une nuit non-stop comme j'avais l'habitude de faire avant. Mais par contre, je suis dans une phase où je dors beaucoup, plus qu'avant presque. Avant mes problèmes de sommeil, je suis capable de dormir 12 heures par nuit et de faire 2-3 heures de sieste l'après-midi, quoi. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, un mot maintenant sur les réactions. Enfin, comment... si on parle plutôt là, de la deuxième phase, donc avant ta pause... Non, enfin, après ta pause, je veux dire, là, pendant les 6-8 mois où tu as repris la dernière fois, comment tu trouves que quand tu as commencé à évoquer, enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais quand tu as commencé à évoquer vraiment ce mot de burn-out, enfin, où tu savais pas encore peut-être si tu allais arrêter, mais en gros, comment réagissait ton entourage, alors que ce soit personnel, mais surtout professionnel, enfin... coach, entraîneur, autre personne à l'INSEP ou je sais pas. Est-ce que tu as eu des réactions bienveillantes ou plutôt négatives, comme on l'évoquait juste avant, du type oui, non mais c'est juste une baisse de motivation, c'est juste le moral. En gros, un peu comme si on disait à des gens en vraie dépression, la maladie dépression, oui, non mais c'est bon, t'as qu'à sortir les doigts du cul, sourire un coup et ça ira mieux, quoi. Alors c'est vrai que le mot burn-out, on l'a dit hyper tard, on me l'a dit quasiment quand j'ai décidé d'arrêter, en fait. Peut-être pour pas m'influencer, j'en sais rien, mais ça a été... quelque part, ça m'a soulagée d'avoir un nom sur une maladie, parce que c'est une maladie, mais ça a été très dur à assumer, et en fait, alors j'ai eu une psychologue assez tard, en fait, parce que bon, mes entraîneurs voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. T'avais été la voir
pour ça, par rapport à Alors, d'abord la à fatigue. l'origine, c'est mon entraîneur qui m'avait dit, écoute, là, Laura, ce serait bien que tu sois suivie par une psychologue à l'INSEP, parce qu'il y a un département psychologie à l'INSEP. Donc j'y étais allée. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, ça se passait très mal avec mon entraîneur. Depuis, c'est un autre entraîneur. Et donc il m'avait dit, ce serait bien que tu ailles voir une psychologue pour faire tampon quelque part. Parenthèse, juste, j'ai remarqué, c'est marrant, sur pas mal de phrases, tu continues à parler au présent. C'est pas encore du sport, c'est pas encore mon passé. Enfin, c'est quand même un sujet compliqué. C'est quand même 15 ans de ma vie sur 25 ans. Donc des fois c'est difficile et quand j'en parle, je m'immerge dedans et donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc j'ai dû voir une psychologue à l'origine parce que l'entraîneur voyait bien qu'il y avait quelque chose et que ce serait bien d'avoir un suivi psychologique parce qu'on disait que c'était bien d'en avoir un pour les sportifs. Mais est-ce qu'il y avait elle ou d'autres, est-ce qu'il y avait des gens, l'INSEP, je me dis quand même, il y a bien quelqu'un qui doit être expert de ce sujet J'ai l'impression quand même que c'est un sujet assez tabou pour en avoir parlé avec beaucoup de sportifs. En fait, moi, personnellement, je l'ai vécu vraiment comme un échec, en fait, comme quelque chose qui était inavouable, quelque chose dont j'avais honte, en fait, parce que j'étais plus capable, donc j'avais juste envie de... Ok, j'arrête parce que j'y arrive plus, je suis plus capable, donc je m'en vais vite et discrètement, quoi. Alors qu'en fait... je pense que c'est encore plus tabou dans le milieu du sport, justement pour cette raison-là. Et quand j'ai publié mon article sur mon blog en disant que j'arrêtais parce que j'en pouvais plus, que c'était un burn-out, j'ai eu beaucoup de messages de sportifs qui m'ont dit « Mais merci Laura d'en parler ouvertement, ça me fait du bien de te lire parce que j'ai jamais osé en parler, j'ai préféré juste arrêter et rien dire à personne. J'ai mis 1 an et demi à retrouver une vie normale. » Franchement, j'ai vraiment eu beaucoup de messages dans ce sens-là et... ça montre bien ce que je ressentais moi, c'est-à-dire que c'est pas une fierté d'arrêter sur burn-out, quoi. Moi, je le vis comme un arrêt sur blessure parce que ça parle beaucoup plus aux gens ou aux sportifs. C'est comme si, je sais pas, moi, j'avais plus les genoux qui me permettent... ça se voit beaucoup dans le ski, par exemple, des skieurs qui... leurs genoux ne leur permettent plus de skier à haut niveau, donc ils sont contraints d'arrêter alors que ils sont pas forcément vieux, entre guillemets, pour le sport de haut niveau, ou parce que... juste c'est une question de corps, quoi, et quelque part moi c'était ça. Et le premier à avoir parlé de ce genre de choses, c'est le psychiatre que j'avais vu. Alors à un moment je me suis dit parce que attends, juste, donc t'avais vu un psychiatre avant, pendant, au premier arrêt, après le premier arrêt, voilà, parce que c'était un peu une case obligatoire. C'était le médecin de l'INSEP qui me suit qui m'avait j'allais dire proposé, mais demandé de consulter un psychiatre qui a l'habitude de travailler à l'INSEP. Et il m'avait pas parlé de dépression à l'époque, mais de syndrome dépressif. Il m'a proposé plusieurs fois de prendre des antidépresseurs. Alors, donc ça montre quand même qu'il y avait un vrai syndrome dépressif qui est aussi un gros symptôme du burn-out. Mais c'est pas pareil quand même, quoi. Ouais, mais dans le burn-out, il y a je veux dire, c'est un des symptômes, quoi. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je lui dis, mais en fait, moi, je viens vous voir et j'arrête le plongeon parce que, le haut niveau, parce que j'ai envie de prendre le temps de me soigner, quoi. Et il m'avait dit, ok, très bien, dans ce cas-là. Et j'étais pas hyper fan de prendre des antidépresseurs et de perdre le contrôle. Surtout, là, ça fait partie des symptômes, mais ça... J'ai peur en disant ça mettait l'accent que sur cet aspect-là, quoi. Voilà, alors après, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Je suis pas du genre à me surmédicamenter et pour moi, c'était trop précipité, en fait, de prendre des antidépresseurs à ce moment-là. On me l'a reproposé à un moment cette année, quelques mois avant que j'arrête, en me disant que c'est ce qui pourrait me permettre de continuer le haut niveau, en fait. Et quelque part, ça m'a un peu fait un électrochoc parce que je me suis dit... est-ce que prendre des antidépresseurs, c'est le prix à payer pour continuer le plongeon à haut niveau ? Je trouvais que c'était quand même un pari un peu bizarre et je me disais, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve ça... moi, je suis très dérangé qu'on puisse te proposer ça. Ouais. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a une vraie dépression, qu'on propose des antidépresseurs, c'est un autre débat, mais qu'on dise, si tu voulais continuer le sport de haut niveau...
ça peut être une solution. Je trouve ça Après, un peut-être peu qu'on me l'a bancal. proposé comme ça Ouais. parce que je suis la patiente et pas sur un aspect scientifique. Peut-être qu'ils avaient des raisons de croire qu'il y avait une dépression associée, j'en sais rien. D'accord. C'est un sujet complexe et je pense que c'est très sujet dépendant et qu'il ne faut pas faire de généralité sur ce... C'est ce qui est difficile d'ailleurs à identifier sur le burn-out. Hein, et donc, si on en revient un peu aux réactions des autres, comme je le disais, est-ce qu'en dehors, parce qu'on en parlait hors micro, donc tu avais publié là, il y a quelques semaines, enfin il y a 3 mois, quand tu as décidé d'arrêter, tu avais publié un article sur ton blog, tu as eu aussi un article dans le journal L'Équipe, et tu avais eu une petite interview dans une émission sur le sport, dont j'ai oublié le nom, sur Canal+. Oui. Et ce qui a été, donc là, c'était pas ton entourage, c'est juste des inconnus. Ou des gens sur le plateau pour l'émission, sans citer de nom pour l'émission de Canal. Il y a eu la réaction classique du oui, mais en gros, t'avais pas le mental, t'étais peut-être pas faite pour ça. Voilà, ce type de réflexion, ça a pu me blesser et surtout. Mais est-ce que tu l'as eu dans ton vrai entourage ? Justement, en fait, sur mon blog et sur les gens qui me connaissent vraiment, c'est-à-dire mes partenaires d'entraînement, mon entraîneur, ma famille, mon conjoint, ils ont tous été soulagés par mon arrêt et par ma décision de prendre soin de moi et de m'occuper de moi, en fait, de régler ce qui allait pas. Parce que j'étais devenue le fantôme de moi-même, en fait, pour reprendre leurs mots. Sur mon blog, donc c'est pas forcément des gens que je connais, mais ça peut être des gens qui me suivent ou alors... soit il y en a qui suivaient ma carrière depuis longtemps, il y en a qui m'ont découvert grâce à ça. C'est presque un peu dommage, mais ça a été court pour eux. Mais ils ont tous été très bienveillants, en fait, dans leur réaction. Certains très neutres, mais en tout cas, ni méchants ni gentils. Mais par contre, c'est vrai que que ce soit sur l'émission de Canal+, notamment, en fait, il y avait 3 invités, dont Marion Bartoli, qui a réagi de manière assez dure, je trouve, en disant que voilà, c'était peut-être que j'avais pas de mental, je savais pas gérer mon stress. Ce que je me dis, enfin, c'est ce que je me dis sur le moment. Est-ce que finalement on inculque, enfin à la plupart des sportifs, justement ce que tu disais, on inculque tellement ce qui est nécessaire pour être champion de haut niveau, enfin être champion du monde olympique, il n'y a pas le choix, il faut une culture de la gagne. Mais la contrepartie est que tout échec est vu comme, tout échec est vu comme un échec personnel et chez les autres aussi. Tout à fait. Et puis surtout. Comme je l'ai dit, moi je l'ai vécu comme un échec personnel, ça m'a fait très mal à l'ego et à ma confiance qui était déjà... Tu disais que la confiance en soi, c'était un gros symptôme. Moi, depuis un peu avant les Jeux, j'avais perdu totalement confiance en moi dans le sport. Et donc c'est vrai presque, il faudrait presque que tu t'excuses, tu vois, d'avoir un corps qui... D'ailleurs, on va en reparler juste après, là, mais des spécificités du sport chez les femmes, mais parce que ça me fait penser à cette histoire-là. C'était, je crois, aux Jeux Olympiques de Rio aussi, ou de Pékin, non, de Rio, où il y avait une nageuse chinoise qui avait fait une contre-performance. Alors, je ne sais plus si c'était aux 4 fois... C'était en relais, je crois, 4x400 ou 4x100, et qui s'était excusée au micro de la télé chinoise parce qu'elle avait fait une contre-performance, parce qu'elle avait ses règles ce jour-là, donc elle était moins en forme. Et s'est excusée de ça, quoi. C'est vrai qu'il y a des grosses... ça, on le voit pas forcément dans ce qu'on voit à la télé, mais il y a des grosses pressions qui remontent presque au ministère. Enfin, c'est pas presque d'ailleurs, parce que dans le sport amateur, on raisonne que par médaille aux Jeux Olympiques, et cette pression-là, elle est associée aux subventions, et ces subventions-là, en fait, les entraîneurs, les dirigeants des fédés, ils en ont besoin, et ça retombe toujours sur le sportif, puisque c'est lui qui fait la performance. Donc ça m'étonne pas tant que ça, en fait. Donc après, c'est malheureux, mais parce qu'en tant qu'athlète, on a déjà beaucoup de choses à gérer comme stress. Pour revenir aux réactions malveillantes, c'est vrai que notamment sur l'article L'Équipe, j'ai lu beaucoup de commentaires de style elle a pas de mental, elle est pas faite pour ça. J'ai même vu elle a les capacités pour être dans l'équipe de France de tennis, celle-là. Ça, c'était la plus drôle, on va dire, mais qui était un peu humoristique. Ça m'a blessée, mais quelque part, c'est pas quelque chose que je prends en compte parce que j'ai l'habitude de... il y a toujours quelqu'un pour donner son avis, et des gens, surtout des gens qui n'y connaissent rien et qui sont pas là pour voir ce qui se passe réellement au jour le jour.
Tous les gens qui étaient là pour voir ce qui se passait réellement au jour le jour, ils m'ont tous accompagné et encouragé dans cette décision d'arrêter parce que c'était le mieux à faire pour moi. Donc ça me conforte dans cette idée-là. Après, pour les gens qui me disent que j'ai pas de mental et que je sais pas encaisser la fatigue, regardez juste mon parcours et ça fait 10 ans que je le fais, donc peut-être que j'aurais pas eu ces résultats-là si j'avais pas de mental et que j'étais quelqu'un de trop stressé. Si je ne tiens pas forcément à leur répondre. Pour finir sur le sujet du burn-out, en gros, qu'est-ce que tu dirais à des athlètes ou des sportifs même amateurs intenses, parce qu'il y a des gens qui font du sport amateur, c'est-à-dire sans forcément chercher de la compétition, mais de manière tout de même très intense. Qu'est-ce que tu leur dirais pour justement détecter ces signes de surentraînement, avant d'arriver justement au burn-out Je dirais que c'est assez fréquent justement chez les sportifs qui sont pas encadrés. Donc par exemple un coureur qui se motive pour faire un marathon, puis un Ironman par exemple, un coureur amateur qui est pas forcément rattaché à une structure, donc il y a personne qui le supervise ou qui le surveille entre guillemets. Et je pense que c'est assez répandu. En tant que kiné, j'en ai déjà vu pas mal. Course à pied, je pense qu'il y en a pas mal, plus en plus. En tant que kiné, j'en ai déjà vu. Alors, ça va peut-être pas jusqu'au burn-out, parce que c'est peut-être pas leur activité principale, entre guillemets, mais en surentraînement, oui, parce que le surentraînement, en fait, c'est la baisse des performances associée à une augmentation de l'entraînement, en gros, pour faire court. Donc, et ça, j'en ai déjà vu pas mal en tant que kiné. Et c'est vrai que c'est très dur de se dire, en fait, pour être meilleur, il faut que je m'entraîne moins, parce qu'en France, on est beaucoup dans une culture il faut travailler plus pour avoir de meilleurs résultats. Plus tu t'entraînes, plus tu seras fort. Alors qu'en fait, c'est pas tellement, c'est pas aussi simple et aussi linéaire que ça. C'est comme, je refais la jonction avec le sujet du sommeil. C'est comme, et avec la jonction du burn-out dans le monde du travail. C'est un peu comme les gens qui pensent que c'est gagner du temps, genre de dormir 4 heures par nuit, ça fait gagner du temps chaque jour. Sauf qu'en fait, non, parce que vous plombez contre... Même ceux qui pensent être au top de leur forme, vous plombez vos performances mentales. Forcément, c'est physiologique, c'est biologique. Et puis en fait, il faut intégrer que le repos fait partie de l'entraînement, en fait. Et ça, c'est pas forcément évident. Et si on se met à la course à pied comme ça, sans avoir forcément parce que la course à pied, c'est un sport très accessible que tout le monde peut pratiquer à condition d'avoir une paire de chaussures, un short et je caricature. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'infos. On trouve aussi de tout et n'importe quoi si on veut s'auto-documenter. Et c'est vrai que quelqu'un qui commence le sport, il se dit faut que je m'entraîne si je veux avoir de meilleurs résultats. Et ne sait pas forcément que le repos fait partie de l'entraînement et de la performance. Moi, je fais du crossfit. Ça peut être, c'est intense, et quand on enchaîne trop, surtout l'âge avançant entre guillemets, on récupère de moins en moins vite. Et alors moi justement, je fais très attention. Dès que j'écoute totalement mon corps là-dessus, dès que je suis trop fatigué, alors ça m'est arrivé surtout quelquefois après une compétition très amateur, c'est-à-dire en gros par rapport aux semaines habituelles où j'ai un entraînement par jour. Là, sur une compétition, avoir 3-4 formats dans la journée, sur une seule journée, et pendant 3 jours, je ne vais pas aller au sport derrière et je vais dormir énormément. Ouais. Tu l'as dit, la notion clé, je pense que c'est d'écouter son corps. Après, le problème dans le haut niveau, c'est que depuis que j'ai commencé le sport et le haut niveau, on t'apprend et on t'impose de ne pas écouter ton corps, en fait. Et donc, je pense que c'est un peu ce qui dérègle quelque part, parce que après, il y en a besoin un petit peu pour faire de la performance, parce que le haut niveau, la performance, forcément, c'est repousser ses limites. Mais du coup, il faut faire attention à ces limites-là. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans le très haut niveau, on est toujours à la frontière du surentraînement. Parce qu'on est dans l'optimisation de l'entraînement. Il y a quand même une notion il faut s'entraîner pour avoir des résultats. Il faut s'entraîner le plus possible pour avoir des résultats. Mais il faut... alors, il y a des phases où on va exprès dans le surentraînement, mais derrière, il faut savoir en sortir, quoi. Et c'est vrai que je trouve que une fois la limite franchie, on n'est pas forcément très bien surveillé. Je me rappelle de mon ancien entraîneur qui m'avait toujours dit « Non, mais Laura, t'inquiète, moi, mes indicateurs sont au vert, il n'y a pas de souci. » Alors que 2 mois plus tard... pour finir là-dessus, moi, alors j'ai pas fait une revue entière de la littérature sur le sujet,
Mais je pense que ce qui est important là, dans les années qui viennent, c'est vraiment qu'on développe si c'est possible, hein, des marqueurs biologiques pour mieux repérer. Enfin, je pense que évidemment, il en existe déjà, mais c'est vrai que moi, par exemple, des marqueurs inflammatoires. On m'en a jamais parlé. Ouais. Pour avoir vu plusieurs fois des médecins, on m'a jamais évoqué ça avec moi. Alors oui, j'ai fait des prises de sang, mais on m'a toujours dit que tout allait bien, quoi. Oui. Parce que oui, à mon avis, bon, il y a bien sûr forcément avec beaucoup de sports, il y a forcément des marqueurs inflammatoires à regarder. Je connais un suivi qui se fait sur le rythme cardiaque. Ah oui, mais ça, on me l'a jamais fait personnellement. Ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque, je pense que ça c'est un truc fondamental. Enfin, normalement, en fait, je pense que peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler en vidéo ou dans un autre podcast, mais c'est un outil très intéressant pour un athlète à regarder chaque matin ce qu'on appelle en anglais le HRV, Heart Rate Variability. On doit regarder ça chaque matin pour savoir un peu son état de forme et quelle intensité d'entraînement il doit faire dans la journée, quoi. Ce qui éviterait, je pense, beaucoup de blessures notamment. Alors, on va enchaîner juste avec un sujet qui est un peu complémentaire, enfin, qui n'est pas tout à fait lié au burn-out, mais où tu as eu une petite expérience que je trouve intéressante. Tu avais eu, alors il me semble que c'était avant ton premier arrêt, arrêt-pause. Oui, c'est ça? Non, après? Ouais, c'était après. C'était peu après ma première reprise. Ta reprise. Ma reprise, quoi. Donc, tu avais eu entre guillemets un accident. Ouais, alors en fait, j'ai fait une chute, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le plongeon, on a une phase gymnique, toujours dans les entraînements. Et là, on s'entraînait dans une salle de gym, en l'occurrence, donc c'était un peu plus poussé sur l'aspect gym. Et en fait, je suis tombée sur la tête. J'ai fait une erreur bête de rebond, parce que c'était sur une piste qui rebondit un peu plus. J'ai fait une faute de rebond, donc quelque chose d'assez bête à mon niveau. Et en fait, ça m'a empêché totalement de tourner et je m'en suis aperçue. Enfin, j'étais partie, moi, dans la rotation, donc j'avais mis l'intention de la rotation, mais j'ai pas tourné et je le savais, donc j'ai quand même posé les mains, mais je suis arrivée sur la tête. Et, en gros, au lieu de faire un salto, j'ai fait un demi-salto quelque part. T'as fait un demi-salto et t'as atterri sur la tête sur un sol. Alors, pas sur du béton, heureusement, parce que je pense que je me serais cassé le crâne. Un peu comme du remous, comme de la piste athlétique, quoi. Oui, non, quand même, un peu comme un praticable. Peut-être. C'est quoi, des tapis de gym? La praticable de gym. D'accord. Et donc, sur le coup, j'ai eu super peur. Tout le monde a eu très peur. Réflexe, j'ai bougé mes orteils, puis ma tête, tout allait bien. Mais bon, l'entraîneur a quand même tenu à ce que j'arrête l'entraînement là-dessus, que j'aille faire un check-up avec le médecin, un check-up un peu neuro, quoi. Et donc, ce qu'on m'a fait... Je voulais en parler juste parce que... Donc les commotions cérébrales, c'est aussi un vrai sujet dans beaucoup de sports. Qui était aussi tabou il y a quelques années, oui, qui l'est de moins en moins. Ça l'était beaucoup, notamment aux États-Unis. Il y a un film avec Will Smith qui raconte cette histoire dans le football américain, qui est un peu comme le rugby, voilà, qui est très très impactant. Et notamment au niveau même s'ils ont un casque au niveau de la tête, quoi, du crâne. Oui, ça n'empêche pas les chocs internes. Et en fait, le vrai problème des commotions cérébrales, c'est pas forcément un seul... c'est grave d'avoir un seul choc intense, mais c'est surtout la répétition qui va souvent faire la gravité au niveau des effets négatifs sur le cerveau. Et donc ce film avec Will Smith qui raconte l'histoire donc de ce médecin qui est un peu celui qui a levé le tabou c'est ça. contre... Et ça a été très difficile parce que c'est des puissances financières, il y a de l'argent, des enjeux, voilà, c'est ça. Parce que les athlètes stars, on peut pas les arrêter, tout ça. Donc il y a les sports qui ont malheureusement, de par leur principe même, beaucoup d'impact au niveau de la tête. Alors, tous les sports à contact, type football américain, rugby, on n'en parle pas beaucoup, mais même les sports, un sport comme le football, toutes les têtes, quand vous donnez une tête sur le ballon, ça répété plein de fois au cours d'un match, au cours de tous les entraînements, toutes les semaines, c'est beaucoup aussi. Puis après, il y a comme toi les commotions par accident, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, après cette commotion, j'ai pas eu de signes graves, c'est-à-dire vomissement, perte de connaissance et perte de la mémoire. Mais j'ai eu
les critères moyens. Enfin, j'ai eu des critères de commotion quand même. Donc, dans mon cas, c'était douleur cervicale, migraine et vertige qui ont persisté pendant 10 jours. Du coup, on m'a fait suivre le protocole Clomotion. Donc, en fait, c'était tabou il y a quelques années, mais ça l'est de moins en moins. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Et maintenant, c'est parti, je crois, en France du rugby. Il y a des vrais protocoles, en fait. Alors, ça consiste en quoi ? Le protocole, c'est de l'arrêt complet, donc que ce soit professionnel ou sportif. En fait, on met le cerveau au repos, donc c'est très difficile. Mais ça veut dire pas d'écran, ça veut dire pas de lecture. En fait, ça veut dire pas d'activité cérébrale. Ah oui. Donc ça a été hyper dur parce que, en fait, je me rappelle avoir dit au médecin qui m'avait listé tout ce que j'avais pas le droit de faire concrètement, parce qu'elle m'avait dit repos cérébral, mais bon, on sait pas forcément ce que ça veut dire. Et quand elle m'avait, donc pendant 5 minutes, elle m'avait lu une liste de choses que j'avais pas le droit de faire. Je l'avais regardée et je lui avais dit, mais en fait, j'ai le droit de faire quoi ? Dites-moi, juste donnez-moi quelques pistes, parce que là, les 2-3 prochaines semaines, elles vont être très très longues. Et puis elle m'avait regardée, elle m'avait dit, tu peux marcher, dormir, manger. Donc je m'étais dit, bon, ça va être long. Et il y a un vrai protocole à suivre, et il y a surtout des vrais critères de suivi, tu vois, contrairement... sur le burn-out, il y en a donc sous forme de questionnaire. Il y a un questionnaire... on nous fait remplir souvent les questionnaires avec... je crois qu'il y a une 50aine de questions, et si tu mets oui à plus de 13 ou 14, c'est qu'il faut faire attention. Et moi, j'étais toujours à 30, 40 selon la période. Donc c'était un neurologue que tu as... Et donc pour la commotion, pardon, je suis revenue au burn-out. Pour la commotion, on m'a fait voir un neurologue parisien là, qui est spécialiste des commotions dans le sport. Et donc il m'a fait passer une batterie de tests, donc un questionnaire, des tests de calcul mental, de mémoire à court terme, à moyen terme, tout ça. Et donc lui, il a pu objectiver que j'avais bien eu une commotion. Et donc après, je l'avais revu après un certain délai. Et donc j'avais refait tous les tests et il m'avait dit « Ok, tu peux reprendre progressivement ». C'est ce qui est important après une commotion, c'est qu'il faut reprendre progressivement. Donc là... On va parler, parce que c'est sûrement... j'imagine qu'il y a assez peu d'athlètes de haut niveau chez ceux qui nous écoutent, mais beaucoup plus de sportifs amateurs. Donc si jamais ça vous concerne, la commotion cérébrale, que vous avez un accident, une chute pendant votre sport ou autre... Au ski, ça arrive beaucoup. Ouais, au ski. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà, faut pas prendre ça à la légère et ne pas hésiter à consulter. Et vraiment pas hésiter à consulter pour bien identifier la gravité. Alors on va enchaîner avec un autre sujet que je trouve très intéressant et qui là je pense vraiment va beaucoup intéresser une bonne partie des gens qui nous écoutent. Alors toutes les femmes mais les hommes aussi. Mais pas que. Je pense que c'est important que tout le monde maîtrise bien ce sujet. C'est celui des spécificités du sport au féminin, ou plutôt de l'athlète féminine, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que chez les femmes sportives, surtout de haut niveau, il y a certaines spécificités, et notamment quelque chose d'assez connu dans le milieu qu'on appelle la triade de l'athlète féminine. En gros, la triade, donc il y a trois points qui, chacun découle de celui d'avant. En gros, il y a souvent, notamment, par exemple dans des sports avec catégorie de poids ou dans des sports où il faut un rapport poids-puissance optimisé, on peut commencer à avoir une obsession donc, du poids qui peut entraîner des troubles du comportement alimentaire, et donc notamment une sous-alimentation par rapport à ses dépenses physiques, qui derrière peut entraîner le manque d'énergie, le manque de calories. Ça peut entraîner des troubles du cycle menstruel, notamment une aménorrhée, une absence de règles. Je pense que ça se retrouve malheureusement chez beaucoup d'athlètes féminines. Ouais. Et dernier point, tout ça entraîne notamment l'absence de règles et les problèmes d'œstrogène. Ça entraîne une diminution de la masse osseuse. Et c'est pour ça que dans les cas les plus graves, et ça se trouve aussi d'ailleurs chez les mannequins qui ont des problèmes d'anorexie, une densité de masse osseuse d'une femme de 50 ans de plus, quoi. Et donc, comme je le disais, tout vient souvent du sous-alimentation par rapport aux besoins énergétiques. Oui, parce que les dépenses énergétiques dans le sport de haut niveau sont très élevées. Donc, est-ce que c'est quelque chose... est-ce que c'est quelque chose qui a pu de près ou de loin te concerner ? Et puis surtout, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose que tu as vu chez d'autres toutes les athlètes femmes que tu as pu côtoyer dans ta carrière, même dans d'autres sports, et est-ce que tu trouves que c'était un sujet suffisamment surveillé ou tabou, encore une fois ?
Alors, moi, mon sport, c'est pas un sport à catégorie de poids, Oui. comme on l'aura compris. Mais c'est vrai comme, que c'est comme la gym. Voilà, quoi. ça joue beaucoup, parce que tout à l'heure, on a parlé d'explosivité, donc ce qui est la qualité première, on va dire, et la témérité aussi de mon sport. Donc, pour être explosif, c'est force-vitesse, mais c'est aussi une question de rapport poids-puissance. Et donc, forcément, le poids rentre énormément en compte dans la performance. Et plus, donc, c'est pas en termes de poids, mais plus en termes de masse grasse. Donc, faut être la plus sèche possible. Exactement. Quoi. Plus t'es sèche, plus ce sera facile d'utiliser tes muscles. Quoi. Enfin, moins t'auras de poids mort, en fait, parce que, en fait, en tant que sportif, la graisse, c'est du poids mort, quelque part. Et donc, c'est quelque chose de gênant, c'est quelque chose de lourd. Ça dépend pour quel sport. Mais... Ouais, mais je veux dire, je parle de nous, notre image, nous, les filles dans le plongeon, par exemple, notre image de la graisse, de la masse grasse. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a pris la tête quand même relativement tout au long de ma carrière. En plus de ça, il y a quand même la puberté qui s'ajoute, parce que, bon, moi, j'en ai fait de 15 à 25 ans. On n'en parle pas beaucoup, mais je connais beaucoup dans le plongeon à l'international, il y a l'avant et l'après-puberté, quoi. Donc après, il y a des filles qui arrivent il y a très peu de filles qui arrivent à la passer sans... et c'est normal parce qu'il faut quand même changer de corps à un moment, mais c'est quelque chose qui est compliqué à gérer dans le sport de haut niveau. Parce que d'ailleurs, petite parenthèse, donc dans le plongeon au vol, c'est vrai que dans les profils et les âges un peu, si on parle du top 10, top 20 mondial, c'était quoi ? Enfin, il y avait tout ou... Il y a des morphos différentes, mais en général, c'est des filles qui sont beaucoup plus sèches qu'à 3 mètres, pour faire une généralité. Et parce que je me rappelle, genre, je sais plus c'était quoi, au JO ou au championnat du monde, là, d'une nord-coréenne de genre de 14 ans, c'est ça ? La championne du monde en 2015, ouais. Elle fait 1m50 et 40 kilos, quoi. Ah oui. Voilà. Donc, après, il faut quand même avoir de la puissance. En gym, par exemple, chez les filles, c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est plus les petites chinoises petites et maigrichonnes qui gagnent, parce que maintenant, il faut quand même un peu de puissance pour envoyer, et puis pour rebondir aussi, parce que la technologie s'est améliorée, donc il faut pouvoir utiliser les ressources technologiques, on va dire. Mais pour revenir au poids, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'avais en trame de fond à chaque repas que j'ai pu prendre. Mais sans tomber dans l'obsession. Je pense pas. Après, j'ai jamais été suivie pour ça. Je pense que déjà le burn-out, c'est suffisant. Mais je pense pas que j'ai eu de... Enfin, à partir de quel moment tu parles de troubles après ? Tu vas me diagnostiquer ou pas ? Non, il y a des psychologues spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Enfin, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a sûrement des questionnaires précis, comme on en a parlé avant pour la commotion, quoi. Ouais, bien sûr. Après, et tu as été concerné par les troubles du cycle menstruel ou... Alors, troubles du cycle menstruel, bien sûr. Alors après, j'ai pris une pilule contraceptive pendant longtemps. Ça m'a aussi posé problème au début parce que j'ai dû la changer. J'avais pris énormément de poids, justement. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu le plus de troubles du comportement alimentaire parce que je mangeais très sainement. Je pense qu'à ce moment-là, je mangeais pas assez et j'ai pris près de 10 kilos. Ah oui. Voilà. Donc j'étais sur une base où on n'a jamais de marge quand on est sportif de haut niveau, mais donc je suis pas devenue obèse non plus. Je pouvais quand même faire mon sport, mais c'était quelque chose de très gênant. Et le simple fait d'avoir changé de pilule, ça m'a fait revenir à la normale, on va dire. Mais par contre, ça a été une période très difficile parce que je voyais que je prenais du poids alors que je mangeais de moins en moins. Et clairement, pour perdre du poids, je pouvais pas faire plus de sport, donc il fallait que je mange moins, puisque forcément, dans ma tête, perdre du poids, il faut avoir moins d'apports que de dépenses, quoi. Donc ça a été une période compliquée. Mais alors, si on élargit, donc si on parle plus de toutes les filles que tu as pu côtoyer, alors dans le plongeon ou dans d'autres sports éventuellement, est-ce que c'est des problématiques que tu as eu là, je sais pas si vous en parliez beaucoup. Je connais pas beaucoup de filles qui étaient réglées en fait pendant leurs années de haut niveau. Et au niveau du rapport à l'alimentation et de l'image et du rapport à l'image de son corps. Alors moi j'avais beaucoup de copines gymnastes, GR et nat synchro. Donc c'est aussi des sports un peu artistiques, donc où le poids est hyper important. Et c'est vrai que c'était un sujet dont on parlait beaucoup entre nous.
ou dont on se plaignait beaucoup aussi. Par exemple, les entraîneurs, je me rappelle à un moment d'une copine gymnaste qui me disait qu'elle se faisait peser tous les lundis matins après le week-end pour vérifier que... Enfin, pour leur mettre une espèce de barrière pour le week-end, pour pas qu'elles se lâchent trop. Des entraîneurs qui disaient en stage ah non, les filles ne mangeaient pas de pommes parce que les pommes, ça fait gonfler. Et du coup, les filles, elles crevaient de faim, donc elles allaient au supermarché s'acheter des tablettes de chocolat en douce, juste parce qu'elles crevaient de faim, quoi. Les pommes, ça fait pas gonfler, hein, je le dis. Non, mais c'est pour dire un peu la stupidité des fois de... parce que moi, après, c'est mon côté humaniste naïf. Je me dirais, au contraire, il faut, surtout dans un lieu comme l'INSEP ou dans des fédérations professionnelles, je me dis, dans des sports, notamment genre la gymnastique, où on sait que il y a beaucoup de filles ados, j'oserais espérer qu'il y ait des spécialistes, qu'il y ait quelqu'un aussi qui soit capable d'entourer les filles dans le bon sens sur ces sujets-là pour éviter justement qu'elles tombent dans des TCA, troubles du comportement alimentaire, qu'elles mangent suffisamment pour pas tomber justement dans le surentraînement plus rapidement, etc. quoi. Après, c'est difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs que j'ai pu côtoyer de près ou de loin, ou des échos que j'ai pu avoir, qui aiment pas trop déléguer certaines choses. Parce que la fille, c'est eux qui la voient à l'entraînement, donc ils veulent gérer tous les aspects. Après, j'ai quand même vu une évolution sur les 10 ans que j'ai pu passer à l'INSEP, par exemple. Du début à la fin, j'ai quand même vu une grosse amélioration sur le suivi diététique. Mais bon, donc ça, c'est que mon avis personnel, mais je pense qu'il y a quand même un énorme retard. Il y a eu notamment 2 approches sur la supplémentation. Donc, par exemple, le self de l'INSEP, quelqu'un de végétarien, il mangeait pas de protéines, quoi. Il pouvait pas manger de protéines. Oui, il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de légumineuses. Il y avait de grosses lacunes sur le self. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a aussi eu de la recherche sur le côté nutrition à l'INSEP qui n'existait pas avant. Et avec un vrai lien en fait avec les entraîneurs. Parce que parfois il y a la recherche, mais il n'y a pas forcément le lien qui se fait avec les responsables de pôle. Parce qu'à l'INSEP, il y a aussi des labos de recherche. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai vu une vraie évolution sur le self. Même si la qualité des ingrédients n'a pas énormément évolué, au moins il y avait une offre un peu plus complète, comme tu dis, sur des protéines végétales. Mais après, par exemple, moi, c'est des choses qui m'ont choquée parce que je m'intéresse beaucoup à la nutrition, comme tu le sais. Ce qu'on nous proposait comme supplémentation, c'était, donc sans citer de marque, des laits protéinés. Donc pour combler le manque, ce qui est cohérent de prendre un complément de protéines et de glucides en fin d'entraînement tout de suite dans la fenêtre, comment t'appelles ça déjà anabolique. La fenêtre anabolique. Et sauf que là, à ce moment-là... Bon, on va pas rentrer dans le détail. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'approche était bonne, mais sur le contenu, en fait, c'était un partenariat avec une grosse marque. Une grosse marque. C'était du lait industriel avec des sucres et des arômes industriels. Et donc, je sais que moi, les rares fois où je l'ai fait, où je le prenais, ça me faisait hyper mal au ventre. Donc ça, c'était la première chose. Donc, si tu veux, sur l'approche, il y avait un vrai progrès qui s'était mis en place, avec un suivi des études qui ont été faites sur cet apport-là, et des boissons énergétiques. Mais des boissons énergétiques sur le principe. Parce que c'est tout à fait cohérent. Alors, je ne sais plus si c'était toi qui m'avais dit, mais il y a longtemps, il y avait un distributeur, libre service de boissons énergétiques. Donc, si tu veux, sur le côté pratique... Les boissons bleu fluo... Ouais. C'est ça. C'est ça c'est aux Jeux Olympiques parce qu'ils sont sponsors. Ah oui, alors on va parler. Je voudrais juste revenir très rapidement sur ce dont on parlait juste avant sur le cycle menstruel. Je voulais juste poser une dernière question. C'est avec mon exemple de la nageuse chinoise dont je parlais juste avant, parce que ça c'est une vraie spécificité aussi, je pense. Alors là c'est aussi au niveau des entraînements et de la préparation physique en tant que telle, est-ce qu'il y avait une possibilité chez les athlètes femmes de s'adapter, pas trop, franchement. T'es morte de douleur éventuellement par un syndrome prémenstruel, tu fais dans ton mon expérience perso, pareil, j'ai jamais entendu une fille en parler. J'ai toujours eu des entraîneurs masculins. Ouais. C'était pas tabou, c'est-à-dire que si tu lui en parles, il va pas dire non, ça me concerne pas.
mais il aurait été impuissant, je pense. Donc Oui, mais en fait, du coup, on n'en parlait pas trop. Oui, mais si t'es morte de douleur, par exemple. Alors par contre, il y a quand même un bon suivi gynécologique à l'INSEP. Ouais. Et l'alternative, par exemple, je sais j'avais des copines qui avaient des règles assez abondantes. Et ça, c'était hyper gênant. Donc du coup, il y avait l'option d'avoir une contraception et qui permet d'avoir en fait une action sur tes cycles. Donc j'ai pas de recul sur ce type de méthode, même si ça reste une méthode médicamenteuse. Mais de dire, par exemple, si tu as ton cycle, ta période de règles qui tombe pendant une compète, tu as la possibilité d'enchaîner tes plaquettes. En tout cas, moi, c'est l'information que j'ai reçue. Bon, et si tu as des règles. C'est pas forcément idéal non plus, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, c'est les solutions qui existent aujourd'hui, c'est sur cet accompagnement-là. Et pareil, il y a une pilule pour régler tes cycles ou pour ne pas avoir de règles du tout. Ou pas. Donc, si tu veux, la cohérence, en pratique, c'est pratique. Mais si tu pousses le raisonnement et la cohérence, je suis pas sûre que ce soit le plus. Mais le plus simple. Et t'as jamais entendu parler, dernier point, parce que c'est pour avoir. Alors pour l'instant, j'ai commencé à peine à regarder le sujet, mais dans les mois qui viennent, je vais pas mal approfondir la question justement de ces spécificités entraînement et nutrition. Par rapport au cycle féminin, parce que je pense que c'est complètement sous-exploité. Je pense qu'il y a pas mal de données pour raconter des choses, mais pour l'instant, j'ai assez peu vu de synthèse grand public. T'as jamais entendu parler à l'INSEP de gens qui réfléchissaient à optimiser les entraînements par rapport parce que non, dans un monde idéal par rapport après c'est compliqué parce que sur un groupe de filles le cycle il tombe tout le temps en même temps chez tout le monde. Tu peux réussir à adapter, mais en fait en pratique c'est pas le cas. Parce que vous faisiez toutes le même entraînement, tous. Ouais, alors après moi dans mon sport on est un groupe mixte. Ouais. Oui, mais vous faisiez donc tous le même modèle d'entraînement. Ouais. D'accord. Tous. Ouais. Alors, et puis après c'est difficile, je pense, à assumer et à mettre en pratique de dire tiens elle a ses règles, du coup on lui fait faire ça. Je pense que pour les filles c'est quelque chose de compliqué parce que t'es marginalisée parce que t'as tes règles en fait. Donc je pense que c'est difficile à... Mais après quelque part, comme on disait tout à l'heure, quand t'es sportif de haut niveau, t'as une vraie diminution des règles en fait. Oui. Et ça j'ai pu l'observer chez tout le monde, chez toutes les filles que j'ai pu côtoyer. L'observer quand j'ai l'observé. Vous en parliez entre vous. Ouais. Voilà, c'est ça, merci. Donc je reviens, on avait commencé à en parler de l'alimentation. Quelle place a joué l'alimentation au cours de ta carrière ? Enfin, surtout, on va dire sur 10 ans, comment a évolué ton alimentation ? Moi, j'ai bien vu que l'alimentation avait un vrai rôle à jouer dans ma carrière de haut niveau. Que ce soit sur la récupération, sur l'optimisation, sur l'accompagnement. En fait, c'était un vrai truc longitudinal sur lequel il fallait vraiment se pencher et sur lequel j'avais beaucoup de progrès à faire. Et donc c'est à peu près à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition plus qu'à l'alimentation, parce que j'aimais bien cuisiner, mais comme ça pour le plaisir. Mais justement, en voulant commencer à t'y intéresser, sur un sport comme le tien, individuel, entre guillemets, même s'il y a entraînement en groupe, tout ça. Parce que je voulais aussi optimiser... Oui, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de... Il y avait personne vers qui te tourner de spécifique. En tout cas, j'avais pas eu les réponses... j'avais reçu des réponses un peu classiques, c'est-à-dire à chaque repas, tu dois avoir des protéines, des glucides, des lipides, un peu le truc qu'on apprend à l'école. Oui, pas très pragmatique. Donc, pas très pragmatique et surtout avec des grosses idées reçues, et je m'en rends compte aujourd'hui, des grosses influences lobbyistes, en fait, qui dépendent... Parce qu'il y a des partenaires industriels à l'INSEP, quoi. Ouais, et pas que, parce que les médecins, ils se basent sur les recommandations de l'HAS, par exemple, et sur, donc c'est des recommandations qui sont aussi biaisées, je m'en rends compte aujourd'hui, quoi. Surtout, j'aurais envie de dire, ça manque surtout de spécificité. Sur le sportif. Sur le sportif. Exactement. Quoi. Et du coup, j'avais pas forcément les réponses que je cherchais, et en tout cas qui me convenaient. En tout cas, j'avais l'impression qu'en tant que sportif, si on voulait manger sain, il fallait se priver, en fait. Et parce que c'était... quand on en parlait, c'est ce que tu disais juste avant, quand on parlait d'alimentation, c'était quand même souvent pour en parler sous l'angle restrictif pour le poids. Ouais. Quoi. C'est ça, et c'est vrai que quand on est sportif, je pense, la nutrition, ça joue un peu un rôle réconfort, quelque part. Parce que, on s'est bien entraîné, on a hyper faim, on a envie de
bien manger et de se récompenser quelque part. Et c'est ça qui peut aussi entraîner des TCA, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que si tu rajoutes la privation au moment des repas, en plus de tout ce que tu as enduré quand tu es sportif de haut niveau, bah, ça devient compliqué. Et en fait, c'est à ce moment-là où, en me renseignant et en m'y intéressant, je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé de se priver tant que ça et qu'il suffisait juste, entre guillemets, de manger sain dans des rapports cohérents, d'avoir des collations régulièrement et pas de se dire je dois manger le moins possible pour rester fit, quoi. Et tes différents entraîneurs au cours de ta carrière, ils s'intéressaient à ce que tu mangeais ou à ce que les autres mangeaient? À ce qu'on mangeait, oui, beaucoup. Ouais. Ce qu'on avait dans l'assiette. Quand on était en compète ou quand on était en déplacement, en stage, ce qui arrivait quand même relativement souvent. Après, moi, mes entraîneurs n'étaient pas au point de me dire si je mangeais une pizza, ils n'allaient pas me faire de trop grosses réflexions parce qu'ils étaient conscients quand même de l'impact que ça peut avoir. Mais si tous les soirs je mangeais une pizza, ils allaient me dire quelque chose, c'est sûr. Après, en l'occurrence, moi, je ne le faisais pas, mais... Alors justement, pendant des compétitions type surtout championnat du monde et les Jeux Olympiques de Rio, quand tu les as faits, comment ça se passait au niveau de l'alimentation? Alors, avant de rentrer spécifiquement pendant la compétition, le jour de compétition, déjà au niveau de genre du self, tout ça. Parlons des JO de Rio, comment ça se passait? C'est tout le monde, enfin, c'est quoi? C'est un self en libre service? Ouais, c'est un self immense où c'était des plats surtout brésiliens, mais il me semble me rappeler qu'il y avait quand même de tout. Il y avait même un McDo. Mais j'en ris, mais c'est pas très drôle. Bah non. Ça, c'est malheureusement les partenariats voilà, c'est ça. avec le CIO, c'est comme avec la FIFA, hein, Coca-Cola en premier lieu d'ailleurs. C'est pareil, pour les JO. J'imagine qu'il y avait un distributeur de Coca-Cola infini, non? Il y avait Coca, mais surtout Powerade. Oui, qui leur appartient. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour faire c'est des boissons énergétiques, quoi. C'est adapté aux sportifs. Mais c'est vrai que c'était pas facile à gérer en plus en compétition parce que autant à l'entraînement, tu peux avoir tes trucs en plus. Quand j'étais plus interne, j'avais ma propre nourriture, donc j'étais indépendante là-dessus. Autant en compétition, même si on peut amener quelque chose en plus, on est quand même dépendant de la restauration. Souvent, c'est les restaurants de l'hôtel ou c'est des traiteurs, locaux. Qui sont dans l'organisation de la compétition, quoi. Donc, c'est un ou deux plats uniques. Donc, c'est pas forcément facile à gérer. Et d'autant plus que les compétitions, en fait, souvent, on a les éliminatoires le matin qui peuvent durer 3 à 4 heures. Donc, pour toi, attends, juste une compétition donc dans le plongeon, tout se déroule sur la même journée, c'est ça? Souvent, c'est sur un jour et demi. On a éliminatoire le matin, demi-finale l'après-midi et finale le lendemain. D'accord. Donc, c'est quand même un effort donc, tu prenais il faut gérer, un petit déjeuner quand même d'abord? Toujours un petit déjeuner. Après, je l'allégeais en fonction de l'heure de la compète ou je le renforçais en fonction de l'heure. Mais donc, il y a toujours 1h30 d'échauffement. Donc là, ça pompe pas mal d'énergie. Et tout de suite après, il y a la compète qui va durer 3 à 4 heures. Donc j'ai que 5 plongeons à faire, mais sur 3 ou 4 heures. Donc il faut réussir à garder, en fait, à faire un espèce de pic d'énergie à chaque fois que je vais m'apprêter à plonger. Sauf que le plongeon, c'est pas juste le plongeon, il y a aussi toute la préparation avant, l'échauffement, parce qu'au moment de mon plongeon, je suis censée donner le meilleur de moi-même. Et tu te réchauffes autant avant chaque... Voilà, c'est ça. À chaque fois, il y a une phase de réchauffement, donc en fait, c'est quasiment 3 à 4 heures non-stop, quoi, quasiment. Plus après, il y a un petit break de 2 heures, puis la demi-finale qui va durer 1h30 en général. Donc en fait, c'est très difficile à gérer et souvent on peut pas repasser à l'hôtel manger. Donc on a ces espèces de vieux paniers repas froids, quoi. Donc souvent des sandwichs. Et c'est vrai que à l'époque, mon entraîneur s'était tourné vers la recherche justement pour avoir pour comment gérer au niveau alimentation ce type d'effort. Et donc on avait mis en place des gâteaux protéinés. Donc il faisait faire cuire le gâteau à l'hôtel où on était et on se faisait des parts et c'était plus facile à manger qu'un sandwich au jambon. Alors après ça dépend, donc c'est bien d'avoir les deux parce que ça dépend du moment de la compète. Des fois on a envie de sucré, des fois envie de salé et je pense que cette diversité elle est importante à prévoir. Et tu trouvais que les autres athlètes s'intéressaient suffisamment à leur alimentation autour de toi? Dans l'équipe de France, pas vraiment. Pas vraiment. J'avais plutôt mon partenaire de synchro, à un moment, c'était plutôt un adepte McDo Coca. Ouais, en gros, c'était le profil
tant qu'il prend pas un gramme. Exactement. Voilà, c'est quelqu'un qui qui se sent bien. Très mince, très fort, très explosif, et peu importe ce qu'il mangeait, il n'y avait pas vraiment d'impact visible. Après, sur ce type de nourriture-là, c'est plus des effets sur le moyen et le long terme, interne. Ça commence à se voir au niveau physique, quoi. Il commence à se blesser un peu plus. Voilà. C'est surtout mortel quand le jour où tu t'arrêtes le sport, enfin de haut niveau, enfin le volume, et si tu continues à manger autant et de la même manière. Franchement, vu sa morpho, je suis pas sûre. Mais ça fait quand même, tu sais, par exemple de l'extérieur, hein, je parle. Oui. Parce qu'après, on parle pas des dégâts internes. Mais quand même, je sais beaucoup de sportifs de haut niveau, ils prennent du poids après l'arrêt, quoi. C'est vrai. Ça va m'arriver. Hein. Non, ça serait arrivé là, je pense. Mais en fait, un autre symptôme du surentraînement, moi, c'était un espèce de stress qui était lié à... On en avait parlé ensemble déjà, lié au manque de sommeil. Oui. Et donc, j'avais tendance à... Alors, il y a des personnes avec le stress qui maigrissent et il y a des personnes qui gonflent. Et moi, j'avais plutôt tendance à gonfler. Et c'est vrai que... Donc, on avait parlé du cortisol, tout ça. Mais est-ce que tu avais l'impression de manger plus ? Je faisais attention à manger pareil. Parce que ça, c'est un des trucs radical du manque de sommeil. En gros, le manque de sommeil fait au niveau du... Ça, c'est pas psychologique, c'est biologique au niveau du cerveau. Ça rend notre cerveau beaucoup plus sensible à tous les signaux de la malbouffe. C'est-à-dire, en gros, si par exemple, donc je vous renvoie à mes vidéos sur l'obésité, si tous les signaux, c'est-à-dire les odeurs, de la pub, donc genre, je sais pas, pour des pizzas, du McDo, du Nutella, enfin vraiment, tous les aliments hyper caloriques et ce qu'on appelle hyper palatables, c'est-à-dire vraiment qui procurent du plaisir au niveau de la récompense alimentaire, et on va être beaucoup plus sensible et en gros, on va être beaucoup plus facilement attiré pour manger ce type d'aliments. Et c'est pour ça que... Alors, j'ai plus les détails de l'expérience. Sur c'était quoi la différence si c'était un groupe de personnes qui mangeaient... en gros, ceux qui dormaient 6 heures ou moins mangeaient en moyenne, je sais plus si c'était 300 ou 400 calories par jour de plus que ceux qui dormaient 8 heures ou plus, quoi. C'est vrai que j'en ressentais le besoin, mais je faisais attention justement de pas... Donc peut-être qu'il y avait un peu des deux, hein, mais en tout cas, j'ai pas forcément pris du poids parce qu'il y a aussi une perte de masse musculaire. Donc au niveau du poids, la masse musculaire est quand même bien plus lourde que la masse graisseuse. En termes de volume, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé, donc du coup, j'ai sûrement dû prendre un peu de masse grasse, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai pas pris 5-10 kilos. Quoi. Mais en tout cas, juste de la question d'avant, en moyenne, les gens s'intéressaient pas plus que ça au contenu de leur assiette, chez les autres athlètes. Non, pas tant que ça. Après, je sais que justement, par exemple, à la gym, sur des sports d'équipe ou à la GR, par exemple, il y a un vrai regard sur... même à la natte synchro, il y a un vrai regard sur l'assiette collective, quoi. Et il n'y avait jamais de séminaires groupés à l'INSEP pour vous sensibiliser à... Si, on a déjà eu des interventions, justement, des gens qui sont... des nutritionnistes qui sont au pôle recherche. Département, au pôle recherche qui venaient nous présenter des petites fiches donc de vulgarisation un peu que je trouvais très bien, mais dans mon cas où je commençais à être un peu renseignée, tout ça, c'était quand même basique. Après, il y avait besoin d'être basique sur certaines personnes. Et il y a des... Il faut bien commencer quelque part, si tu veux. Est-ce qu'on vous parlait aussi, juste par curiosité, est-ce qu'il y a des gens qui... Alors, attends, je vais y arriver. Premièrement, est-ce qu'il y avait autour de toi des athlètes qui prenaient des compléments alimentaires spécifiques ? Alors, quand je dis compléments alimentaires, vraiment hors basique, protéines en poudre. Et est-ce qu'il y avait... alors, je ne sais pas, soit à cause de, comme on le disait avant, de partenariats avec des marques, est-ce qu'on vous mettait en avant donc, des compléments alimentaires ? À part les 2 distributeurs dont on a parlé, donc des produits laitiers et des boissons énergétiques,
Il n'y en avait pas qui étaient forcément mis en avant, mais c'était des choses classiques prescrites par les médecins, que tous les médecins prescrivent, et qui sont pas forcément très assimilables, très assimilés, et qui n'ont pas des résultats sur le long terme, quoi. Et aujourd'hui, donc, depuis ton arrêt de quelques mois, là, est-ce que ton alimentation a changé ou... Pas trop, parce que comme je disais, la nutrition, c'est devenu un peu une source d'intérêt pour moi. Je mange quand même relativement moins que quand j'étais athlète. Je pense que c'est normal aussi. Tu fais moins de Il y a sport. il y a quelques semaines où en fait tu gardes un peu le réflexe, volume, le même volume. Visuellement par habitude le volume, et en fait petit à petit tu te rends compte que. Mais ça, en fait, je trouve ça bien d'avoir cette adaptation progressive parce que ça se fait tout seul. J'ai beaucoup moins faim au moment des repas. Et quand j'ai très faim, je suis très vite rassasiée, alors qu'avant, il me fallait plus de temps de mastication et de temps d'alimentation, on va dire, avant de ressentir cette satiété. J'ai beaucoup moins envie de manger aussi, parce que je pense qu'il y a moins de sollicitations. Mais par contre, en termes de volume... Après, des fois, je m'autorise un peu plus d'excès que ce que je pouvais faire avant. Mais ça Pas reste... d'excès dans le sens plaisir, quoi. Plus de plaisir, t'as raison. Il faut différencier parce que des excès, j'en fais moins qu'avant, justement. Parce que j'en ressens pas le besoin ni l'envie, en fait. Alors, on arrive à la conclusion de ce podcast. Est-ce qu'il y a un sujet dont on a parlé que tu aurais voulu aborder ? Bah écoute, pas particulièrement. Je trouve qu'on a fait un bon tour. Alors, est-ce que tu aurais un conseil, notamment donc, pour toutes les femmes ou les jeunes filles qui nous écoutent, sportives amateurs ou même sportives pro éventuellement, par rapport au sujet qu'on a abordé, donc rapport au corps, alimentation, surentraînement, sous-alimentation, problème de cycle, tout ça, ça. c'est quelque chose d'important parce que il y a beaucoup de filles ou de femmes qui se limitent, que ce soit dans le sport, j'allais dire dans le sport, mais que ce soit d'ailleurs ailleurs, qui se limitent dans un projet ou dans une envie justement parce qu'elles sont des femmes ou parce que donc que ce soit physiologique. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça et ça c'est un sujet que j'aurais bien voulu aborder sur la physiologie homme-femme. Mais donc tout ça pour dire que... C'est-à-dire, vas-y. En fait, moi je me suis toujours entraînée dans un groupe mixte. Oui. Et donc j'ai toujours été confrontée à la différence homme-femme. Oui. Donc, physique. Physique, parce que comme on le disait tout à l'heure sur la physiologie, la masse grasse d'une femme est beaucoup plus élevée, 2 fois plus importante même, voire plus, que chez un homme. Donc forcément, on parlait de rapport poids-puissance qui est hyper important dans le plongeon, on peut pas avoir les mêmes et donc on peut pas viser les mêmes performances, etc., etc. Et c'est vrai que moi, dans le plongeon, autant à la gym, je m'entraînais qu'avec des filles, voire même dans un gymnase différent que les garçons, autant dans le plongeon, j'étais tout le temps avec des garçons et du coup, j'étais tout le temps confrontée à mes limites, en fait, et tout le temps moins forte que des gens qui pouvaient s'entraîner beaucoup moins que moi, enfin des hommes qui pouvaient s'entraîner moins, depuis moins longtemps, qui étaient plus jeunes, etc. Et tu veux dire que ça c'était frustrant ? Quelque part, c'était frustrant et c'était aussi quelque chose que les hommes parfois utilisaient pour nous rabaisser, que ce soit direct ou indirect, mais quelque part de dire de toute façon chez les filles le niveau il est nul. C'est vrai que on pourrait voir les choses dans le sens opposé où c'est stimulant aussi. Ça peut être stimulant, mais c'est vrai que ça l'était rarement d'une manière bienveillante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu... dont j'ai pu souffrir. Ça m'a toujours stimulée, ça c'est sûr, mais peut-être que ça m'aurait mieux stimulée et moins fait souffrir si c'était bienveillant, plus dans le style ah, mais toi tu fais ça. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, je trouve. Mais c'est aussi intéressant d'avoir de la mixité dans l'entraînement. Donc voilà, c'est un compromis pas évident à trouver. Je pense que il faut pas se laisser marcher dessus par les hommes ou par les garçons parce qu'on n'a pas des performances... C'est surtout dans le sport de haut niveau où quand en plus tu commences, t'es ado. Les ados il faut rappeler qu'on n'a pas la même physiologie. Puis les ados entre eux, ils peuvent être assez méchants. C'est ça, c'est surtout cette période-là, moi, que j'ai connue. Donc il faut pas hésiter à rappeler que la physiologie, elle est différente, que chaque être humain est différent. Et du coup, de pas se mettre de barrière, en fait, quand on est une femme ou une fille... dans le sport, parce que donc on parlait tout à l'heure, tu vois, d'aménorrhée, de syndrome prémenstruel, il y a des solutions qui existent et il faut juste trouver la bonne personne qui puisse nous aider et trouver la solution qui est adaptée à nous, en fait. Eh bien, Laura, je te remercie beaucoup pour donc ce premier épisode du podcast Nature Academy qui, je l'espère, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur natureacademy.com.
Merci Benjamin d'avoir pris le temps. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi.